Chapitre 2. Le passé de l'épouvanteur. 2 jours plus tard, j'étais de retour à Chipenden. Mon maître voulut aussitôt entendre le récit de mon aventure. Lorsque j'eus terminé, il me pria de le répéter. Puis, il se gratta la barbe et poussa un profond soupir. Qu'a dit le docteur à propos de mon imbécile de frère voulut-il savoir. Va-t-il s'en tirer? Il a déclaré que le pire était passé, mais qu'il était encore trop tôt pour se prononcer. L'épouvanteur opina du chef, l'air pensif. « Ma foi, petit, tu t'es bien débrouillé, déclara-t-il. On ne pouvait pas faire mieux. Va te promener, je te donne ta journée. Mais que ça ne te monte pas à la tête. Après une bonne nuit de sommeil, on reprendra nos exercices habituels. La routine quotidienne te remettra de ces émotions. » Le lendemain, il me fit travailler 2 fois plus dur que d'ordinaire. Les leçons recommencèrent dès l'aube, agrémentées de ce qu'il appelait la pratique. Car même si j'avais déjà entravé un véritable éventreur, il exigea que je continue de m'exercer à creuser des fosses. « Il le faut vraiment » demandai-je d'un ton las. L'épouvanteur me fixa d'un regard si méprisant que je baissai les yeux mal à l'aise. « Tu te crois désormais au-dessus de ça, petit ? Sache que tu ne l'es pas, et ne sois pas si suffisant. Tu as encore beaucoup à apprendre. Tu es peut-être venu à bout de ton premier gobelin, mais tu avais de bons artisans à tes côtés. Un jour, tu seras seul, et tu devras être assez rapide pour sauver ta vie. » Après avoir creusé une fosse et l'avoir enduite du mélange de colle, de sel et de limaille de fer, je dus de nouveau descendre l'assiette à pas au fond sans renverser une seule goutte de son contenu. Comme il s'agissait d'un exercice, c'était de l'eau, pas du sang. Mais l'épouvanteur, qui faisait toujours preuve du plus grand sérieux, se montrait contrarié si je ne réussissais pas à chaque tentative. Ce jour-là, il put être satisfait. Je fus habile à l'entraînement, accomplissant la manœuvre avec succès 10 fois de suite. Malgré cela, mon maître ne m'accorda pas un mot de félicitation, ce qui me dépita quelque peu. Vint ensuite un exercice pratique qui me plaisait particulièrement, le maniement de la chaîne d'argent. Un poteau de 6 pieds de haut, planté dans le jardin ouest, servait de cible. Je me plaçais à des distances variables et répétais le geste pendant plus d'1 heure, gardant à l'esprit que, un jour ou l'autre, j'aurais une véritable sorcière en face de moi et que, si je la manquais, elle ne me laissera pas une seconde chance. C'était un coup à prendre. On enroulait la chaîne autour de sa main gauche, puis, d'un vif mouvement du poignet, on la laissait de sorte qu'elle vienne s'enrouler serrée autour du poteau. J'arrivais ce jour-là à une distance de 8 pieds, à atteindre ma cible 9 fois sur 10. Monsieur Grégory ne me complimenta cependant qu'à contre-cœur. « Pas trop mal, je dois l'admettre. Mais quitte cet air béat, petit. Une sorcière en chair et en os ne te fera pas la faveur de rester immobile en attendant que tu lances ta chaîne. À la fin de l'année, je veux du 10 sur 10, pas moins. » Cela me froissa plus que je ne saurais le dire. J'avais travaillé dur et nettement progressé. De plus, j'avais entravé un gobelin sans l'aide de l'épouvanteur. Je me demandais s'il avait été meilleur que moi au temps où il avait été lui-même apprenti. L'après-midi, mon maître me laissa travailler seul dans sa bibliothèque. Je lus, notai des informations dans mon cahier. Toutefois, il ne m'autorisa que certains livres. Il était très strict à ce sujet. C'était ma première année d'apprentissage, et mon principal sujet d'étude restait les gobelins. Pourtant, quand il était occupé ailleurs, je ne pouvais pas m'empêcher de jeter un coup d'œil sur d'autres ouvrages. Ce jour-là, après avoir suffisamment étudié les gobelins, je m'approchai de 3 longs rayonnages près de la fenêtre et m'emparai d'un des gros volumes à reliure de cuir rangés tout en haut de la dernière étagère. C'étaient des journaux tenus par les épouvanteurs précédents, certains datant de plusieurs centaines d'années. Chacun d'eux couvrait une période de 5 ans. Je savais exactement ce que je cherchais. Je choisis l'un des premiers cahiers de notes de mon maître, curieux d'apprendre comment il travaillait quand il était encore un jeune homme, et s'il s'en tirait mieux que moi. Il avait été prêtre avant de commencer sa formation d'épouvanteur. Il était donc plutôt âgé pour un apprenti. Je sélectionnai quelques pages au hasard et me mis à lire. Bien sûr, je reconnaissais son écriture, mais quelqu'un d'autre découvrant cet extrait n'aurait pu deviner qu'il était de sa main. L'épouvanteur parle avec l'accent typique du comté, sur un ton direct et dépourvu de ce que mon père appelle des mines et des airs. C'était fort différent quand il écrivait. Les nombreux ouvrages qu'il avait étudiés semblaient avoir modifié sa façon de s'exprimer. Moi, j'écrivais comme je parle. Si mon père avait l'occasion de lire mes notes, il serait fier et se dirait que je suis toujours son fils. Ce que je lus d'abord était proche des écrits récents de l'épouvanteur, sauf qu'il y avait beaucoup de fautes.
Selon son habitude, il était très franc, expliquant chacune de ses erreurs. Il me répétait souvent combien il était important de noter les moindres détails, car on apprenait beaucoup de ses expériences. Il racontait par exemple que, une semaine durant, il avait passé des heures et des heures à s'entraîner avec la setapa, et que son maître avait piqué une colère parce qu'il ne réussissait que 8 fois sur 10. Cela me réconforta. Puis je tombai sur un passage qui me revigora tout à fait. L'épouvanteur n'avait entravé son premier gobelin qu'après 18 mois d'apprentissage. Qui plus est, ce n'était qu'un gobelin velu, pas un dangereux éventreur. Ce fut ce que je trouvai de mieux pour me remonter le moral. Malgré tout, il était clair que l'épouvanteur avait été un bon apprenti, sérieux et travailleur. Je feuilletai ensuite rapidement des pages ne décrivant que la routine quotidienne, jusqu'à ce que j'arrive au moment où mon maître était devenu épouvanteur et avait commencé à travailler seul. J'en savais assez et m'apprêtais à fermer le livre, lorsqu'une ligne attira mon regard. Je revins au début du chapitre, pour être sûr, et voici ce que je découvris. Je ne le retranscris sans doute pas mot à mot, mais je possède une excellente mémoire, c'est donc assez fidèle, et après avoir lu ce que mon maître avait écrit, je n'étais pas près de l'oublier. À la fin de l'automne, je me suis rendu au nord du comté. On m'appelait là-bas pour m'occuper d'un non-humain, une créature qui répandait la terreur dans le pays depuis trop longtemps. Bien des familles avaient eu à souffrir de sa cruauté. Il y avait eu des morts, des gens mutilés. J'arrivais dans la forêt au crépuscule. Toutes les feuilles étaient tombées et pourrissaient sur le sol. J'aperçus une tour évoquant le bras noir d'un démon levé vers le ciel. On avait vu une jeune fille faire des signes depuis l'unique fenêtre, appelant désespérément à l'aide. La créature s'était emparée d'elle et l'avait emprisonnée derrière ces murs de pierre humide, usant d'elle comme d'un jouet. Je commençai par allumer un feu et restai un moment assis à contempler les flammes, tâchant de rassembler mon courage. Je sortis de mon sac ma pierre à aiguiser et affûtai ma lame jusqu'à ce que mon doigt saignât rien qu'en touchant le fil. Enfin, à minuit, j'allai jusqu'à la tour et frappai à la porte avec mon bâton en manière de défi. La créature sortit, rugissant de rage en brandissant un grand gourdin. C'était un être immonde, vêtu de peau de bête, puant le sang et la graisse animale. Il m'attaqua avec furie. Je reculai d'abord, attendant le moment propice, mais il se jeta sur moi. Je tirai alors ma lame et la battis de toutes mes forces sur sa tête. Il tomba à mes pieds comme une pierre, mort. Je n'avais nul regret de lui avoir ôté la vie, car il aurait continué à tuer et tuer encore, sans se rassasier des meurtres. C'est alors que la fille m'appela. Sa douce voix de sirène m'attira vers l'escalier de pierre. Je la trouvai dans la plus haute pièce, étendue sur une paillasse et entravée par une chaîne d'argent. Une peau de lait, de longs cheveux blonds. Jamais mes yeux ne s'étaient posés sur une femme aussi belle. Elle me dit s'appeler Meg et me supplia de la délivrer. Elle était si persuasive que ma raison vacilla et que le monde se mit à tanguer autour de moi. À peine l'avais-je libérée de la chaîne qu'elle appuya avec fougue ses lèvres sur les miennes, et son baiser était d'une telle douceur que je crus défaillir dans ses bras. Les rayons du soleil qui passaient par la fenêtre me ranimèrent, et je la vis clairement pour la première fois. C'était une sorcière Lamia, qui portait la marque du serpent. Si son visage était d'une grande beauté, son dos était recouvert d'écailles vertes et jaunes. Rendu fou de colère par sa fourberie, je la ligotai de nouveau avec la chaîne et l'emmenai à Chipenden pour la mettre dans une fosse. Lorsque je la détachai, elle se débattit avec rage, et je ne la maîtrisai qu'à grande peine. J'ai dû la traîner par les cheveux entre les arbres, tandis qu'elle fulminait et hurlait à en réveiller les morts. Il pleuvait fort, et elle glissait sur l'herbe mouillée, mais je continuai de la traîner, bien que ses bras et ses jambes nues fussent griffés par les ronces. C'était cruel pourtant. Il le fallait. Cependant, quand je voulus la faire basculer dans la fosse, elle s'accrocha à mes genoux et se mit à sangloter pitoyablement. Je restai indécis un long moment, plein d'angoisse, près de tomber moi-même dans la fosse, jusqu'à ce que je prenne une décision, conscient que j'aurais sans doute à le regretter. Je l'aidai à se redresser, l'enveloppai de mes bras, et tous deux nous sanglotâmes. Comment aurais-je pu l'enfermer dans ce trou, alors que, je le comprenais à présent, je l'aimais plus que mon âme. Je lui demandai pardon et nous partîmes ensemble, main dans la main, loin de la fosse. De cette rencontre, il me reste une chaîne d'argent, un instrument de grand prix que je n'aurais pu acquérir qu'après de longs mois de dur labeur. Ce que j'ai perdu, ou perdrai peut-être, je n'ose l'imaginer. La beauté est une chose redoutable. Elle lie un homme plus sûrement qu'une chaîne d'argent n'entrave une sorcière. J'avais peine à croire ce que je venais de lire.
L'épouvanteur m'avait répété à maintes reprises de me méfier des jolies filles, et il avait transgressé sa propre règle. Meg était une sorcière, pourtant il ne l'avait pas enfermée dans la fosse. Je feuilletai rapidement la fin du cahier, dans l'espoir de révéler une autre allusion à cette femme, mais je ne trouvai rien, rien du tout. On aurait dit qu'elle avait cessé d'exister. Si je savais pas mal de choses au sujet des sorcières, je n'avais encore jamais entendu parler de sorcière Lamia. Je remis le volume en place et cherchai sur le rayon en dessous, où les livres étaient classés par ordre alphabétique. J'ouvris un exemplaire portant l'étiquette sorcière. Je n'y lus aucune référence à Meg. Pourquoi l'épouvanteur n'avait-il rien écrit d'autre sur elle? Que lui était-il arrivé? Était-elle toujours en vie? Quelque part par ici dans le comté? Poussé par la curiosité, je tirai un gros volume de l'étagère du bas. Il s'intitulait Le Bestiaire et répertoriait toutes les espèces de créatures, sorcières comprises. Je tombai enfin sur le chapitre qui m'intéressait. Les sorcières Lamia. J'appris que ces sorcières particulières n'étaient pas natives du comté. Elles venaient d'un pays au-delà de la mer. Elles redoutaient la lumière du soleil et, la nuit, elles pourchassaient les hommes pour se nourrir de leur sang. Elles avaient la capacité de se métamorphoser et se partageaient en deux catégories, les sauvages et les domestiques. Les sauvages étaient des sorcières Lamia à l'état naturel, dangereuses, imprévisibles et ne ressemblant que fort peu aux humains. Leur peau était écailleuse et elles avaient des griffes en guise d'ongles. Certaines se déplaçaient à quatre pattes, d'autres possédaient des ailes, un corps recouvert de plumes et volaient sur de courtes distances. Au contact des humains, une lamia sauvage pouvait se changer en lamia domestique. Elle prenait peu à peu l'aspect d'une femme, tout en conservant généralement une étroite ligne d'écailles jaunes et vertes le long de la colonne vertébrale. Des lamias domestiques avaient parfois été amenées à adopter les croyances des humains. Elles cessaient alors d'être des pernicieuses et devenaient des bénévolentes, s'appliquant à faire le bien. Peut-être Meg était-elle une bénévolente? Peut-être l'épouvanteur avait-il eu raison de ne pas l'enfermer dans la fosse? Je m'aperçus soudain qu'il était tard et je quittai la bibliothèque en courant pour prendre ma leçon, encore tout étourdi par ces révélations. Quelques minutes plus tard, M. Grégory et moi étions dans le jardin ouest, sous les arbres, à l'endroit où la vue sur les collines était dégagée, tandis que le soleil d'automne descendait à l'horizon. Je m'assis sur notre banc habituel et notais ce que l'épouvanteur me dictait tout en marchant de long en large. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Nous avions commencé une leçon de latin. J'avais un cahier réservé à la grammaire et au vocabulaire nouveau que mon maître m'enseignait. J'y avais écrit des listes et des listes de mots, et il était presque plein. J'aurais aimé interroger l'épouvanteur sur ce que je venais de lire, et ne savais comment m'y prendre. J'avais enfreint la règle en consultant des livres interdits. Je n'étais pas censé prendre connaissance de son journal, et je regrettais de l'avoir fait. Si je lui en parlais, il serait furieux. Ces pensées tournaient dans ma tête, et j'avais de plus en plus de mal à rester attentif à la leçon. Par ailleurs, j'avais faim, et j'attendais avec impatience l'heure du dîner. Généralement, mon maître me laissait libre en fin de journée. Or, ce jour-là, il ne me ménageait pas. Cependant, le soleil se coucherait dans moins d'une heure, et l'essentiel de la leçon était terminé. J'entendis alors un son qui me fit grommeler intérieurement. Une cloche sonnait. Pas la cloche de l'église, non. C'était le timbre très particulier de celle qui annonçait nos visiteurs. Personne n'avait le droit de monter jusqu'à la maison de l'épouvanteur. Les gens qui avaient besoin de lui devaient se rendre à un croisement, à la sortie du village, et tirer la cloche pour l'avertir. « Va voir ce que c'est, petit », me dit-il avec un mouvement du menton. En temps normal, nous y serions allés tous les deux, mais il se sentait encore faible. Je partis sans précipitation, et dès que je fus hors de vue, je marchai à une allure de promenade. Le crépuscule approchait, on ne pourrait rien entreprendre le soir même, d'autant que l'épouvanteur n'était pas complètement remis. Ça attendrait le matin, de toute façon. Je m'informerai du problème et ferai un rapport détaillé à mon maître pendant le souper. Plus tard je rentrerai, moins j'aurai de leçons à noter. Le poignet me faisait mal d'avoir tant écrit. Le croisement, entouré de saules, qu'on appelle dans le comté les arbres à osier, était un lieu lugubre, même en plein jour, qui me mettait mal à l'aise. D'une part, on ne savait jamais qui on allait y rencontrer. D'autre part, on ne nous appelait que pour nous annoncer de mauvaises nouvelles, nécessitant l'intervention de l'épouvanteur. Un jeune homme m'attendait là, un garçon aux ongles sales, chaussé de grosses bottes de mineur. Il paraissait encore plus nerveux que moi, et il me débita son histoire à une telle vitesse que je n'y compris rien et le priai de répéter. Puis il s'en alla, et je retournai à la maison. Au pas de course cette fois. L'épouvanteur était toujours près du banc, la tête baissée. À mon arrivée, il leva les yeux et me regarda, le visage triste. Je supposais que, d'une manière ou d'une autre, il savait déjà ce que j'avais à lui apprendre.
Je lui transmis malgré tout. J'ai une mauvaise nouvelle de Horchot, annonçai-je, hors d'haleine. Je suis désolée, c'est à propos de votre frère. Le docteur n'a pas pu le sauver. Il est mort hier, juste avant l'aube. L'enterrement aura lieu vendredi matin. Mon maître poussa un profond soupir et resta muet plusieurs minutes. Embarrassé, je me taisais aussi. Que pouvait-il éprouver? Il ne s'était pas parlé depuis 40 ans, mais le prêtre était son frère. Il y avait sûrement de bons souvenirs de lui, du temps où ils étaient enfants, avant leur querelle. Au bout d'un moment, il soupira de nouveau, puis il déclara: « Viens, petit, autant dîner de bonne heure. » Nous mangeâmes en silence. L'épouvanteur touchait à peine à la nourriture. Était-ce à cause de la mort de son frère, ou parce qu'il n'avait pas retrouvé l'appétit depuis sa maladie? D'habitude, il lâchait au moins quelques mots, ne serait-ce que pour me demander comment je trouvais le repas. C'était une sorte de rituel, car nous devions féliciter le gobelin domestique qui s'occupait de la cuisine, sinon il boudait. Ne pas s'exclamer que le dîner était délicieux, c'était assurer d'avoir du bacon brûlé au petit déjeuner. « C'est vraiment un excellent ragoût, dis-je, enfin. Voilà longtemps que je n'en ai pas mangé d'aussi bon. » La plupart du temps, le gobelin était invisible, mais il prenait parfois l'apparence d'un gros chat roux. Lorsqu'il était content, il se frottait contre mes jambes sous la table. Ce soir-là, je perçus à peine un léger ronronnement. Soit je n'avais pas paru assez convaincant, soit il se faisait discret à cause de la mauvaise nouvelle. L'épouvanteur repoussa soudain son assiette et se gratta la barbe. « Nous allons à Princeton, lâcha-t-il brusquement. Nous partirons demain à la première heure. » Princeton? Je n'en croyais pas mes oreilles. Mon maître évitait cette ville comme la peste. Il m'avait confié un jour qu'il n'y mettrait plus les pieds. Il ne m'avait pas dit pourquoi, et je ne l'avais pas interrogé, car lorsqu'il ne voulait pas donner d'explication, on le devinait fort bien. Ce jour-là, alors que nous étions à un jet de pierre de la côte et nous apprêtions à franchir la rivière Ribble, la haine de l'épouvanteur pour la cité ne nous avait pas facilité la tâche. Au lieu de traverser le pont de Princeton, nous avions fait un détour de plusieurs lieues pour emprunter un autre pont. « Pourquoi » chuchotai-je, tant que je craignais que cette question le mette en colère. Je croyais que nous irions à Horchot pour l'enterrement. « Nous allons à l'enterrement, petit, » me répondit-il d'un ton patient. Mon idiot de frère était en poste à Horchot, mais il était prêtre. Quand un prêtre du comté meurt, on transporte son corps à Princeton. Le service funèbre est célébré à la cathédrale. Puis la dépouille mortelle est enterrée dans le cimetière attenant. Aussi, irons-nous là-bas lui rendre les derniers hommages. Ce n'est pas la seule raison. J'ai un travail à terminer dans cette ville maudite. Prends ton cahier, petit, ouvre-le à une nouvelle page et inscris ce titre. Je n'avais pas fini mon ragoût. J'obéis cependant sur le champ. Quand il avait prononcé les mots « un travail à terminer », j'avais deviné qu'il s'agissait d'une tâche d'épouvanteur. Je tirai donc ma bouteille d'encre de ma poche et la posai sur la table à côté de mon assiette. Une angoisse me prit soudain. Est-ce cet éventreur que j'ai entravé? Il s'est échappé? Nous n'avions pas le temps de creuser jusqu'à 9 pieds. Est-ce lui qui est à Princeton? Non, mon garçon, tu as fait ce qu'il fallait. C'est une créature bien plus dangereuse. Je l'ai affrontée il y a 20 ans. J'y ai mis le meilleur de moi-même. J'ai dû ensuite garder le lit pendant près de 6 mois. J'ai manqué d'en mourir. Je ne suis pas retourné là-bas depuis cette époque. Puisque nous sommes obligés de nous y rendre, autant terminer le travail. Ce n'est pas un quelconque éventreur qui hante cette cité maudite. C'est un esprit ancien et particulièrement maléfique, appelé le Fléau. Il est le seul de son espèce. Sa puissance ne cesse d'augmenter. Il faut donc mettre un terme à ses agissements. Je ne peux me dérober plus longtemps. Je notai le Fléau en tête de chapitre sur une page vierge. Or, à ma grande déception, mon maître secoua la tête et bâilla largement. « À la réflexion, cela peut attendre, » déclara-t-il. « Fini de manger, petit. Nous nous lèverons très tôt demain matin. Nous ferions mieux d'aller nous coucher. »